Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Tomcat Next Gen, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui façonnent et inspirent la nouvelle génération d'entrepreneurs. Moi, c'est Erika et je suis heureuse d'être rejointe par notre co-animateur Patrice Thierry, le cofondateur de Tomcat et fondateur de ProWeb CE. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Nicolas Lespinasse, un entrepreneur dont le parcours illustre parfaitement l'audace, la vision et l'exécution qui caractérisent la nouvelle génération de leaders du digital. Que de compliments, merci. Bah, c'est vrai. Nicolas est cofondateur et CEO d'Abby, une start-up SaaS française fondée en 2021 à Nancy qui simplifie la vie des indépendants et micro-entrepreneurs en centralisant leur gestion administrative au sein d'une même plateforme intuitive. Diplômé par une formation d'ingénieur, il a commencé très tôt à s'intéresser à la tech et à l'entrepreneuriat avant de lancer avec 3 associés ce projet ambitieux né d'une frustration commune. Les freelances passent trop de temps sur des tâches administratives au lieu de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Sous sa direction, Abby a connu une accélération remarquable, accompagnant aujourd'hui des dizaines de milliers d'entrepreneurs obtenant des reconnaissances importantes comme le statut de plateforme agréée pour la facturation électronique et bouclant plusieurs levées de fonds. Nicolas est également diplômé de la Tomcat Factory. Dans cet épisode, nous allons explorer avec lui les enjeux de leadership, de la création de produits, de l'impact social via la tech, ainsi que les leçons qu'il tire de son aventure entrepreneuriale. Nicolas, merci beaucoup d'être ici avec nous et bienvenue dans la Tomcat Next Gen. Merci à tous les deux pour l'invitation, c'est un plaisir. Super, merci Erika, bienvenue Nicolas, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour plein de raisons et on va parler de plein de sujets. Le premier sujet, c'est que tu fais partie t'es le seul entrepreneur dans lequel j'ai investi qui vient du Grand Est. pas la Silicon Valley, le Grand Est français. Et comme tu le sais, toute ma famille est lorraine, de Metz, toi tu es de Nancy. Ouais. Donc clin d'œil assez sympa et c'est très rare, donc on va en parler un peu. On va parler aussi évidemment de ton passage aux États-Unis. Tu sais que voilà, les États-Unis, ça m'est très cher et je pense que ça fait partie de tes clés du succès. Donc tu vas nous en parler. On va parler aussi de ton association A4. Comme l'a dit Erika, c'est très rare que déjà de créer une boîte à 2, c'est compliqué. À 3, c'est encore plus compliqué. À 4, c'est quasiment impossible. Vous démontrez depuis 4 ans que ça fonctionne et ça nous intéresse beaucoup. Tu nous parles de ça parce que c'est un vrai sujet, l'association pour les entrepreneurs. On va aussi parler de ta passion pour le produit. Et ce qui est assez intéressant, c'est que souvent il y a des entrepreneurs qui sont très produit-oriented et souvent ceux-là ne sont pas du tout sales. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, le produit, c'est le produit, puis bon, il se vendra, quoi. Alors que toi, tu es produit et tu es aussi très utilisateur. On sait que tu adores tes clients et que tu fais beaucoup pour eux et que tu les écoutes beaucoup. Et donc, ça, c'est une qualité assez rare d'avoir les deux. Donc, on va en parler beaucoup aussi. Mais avant de rentrer dans tout ça, j'aimerais que tu nous parles du petit Nicolas. Explique-nous qui était le petit Nicolas, ce que tu faisais. Alors, on sait que tu viens de Nancy, mais voilà, quelles étaient tes passions avant d'être l'entrepreneur que tu es en train de devenir. Voilà, ce qui t'animait quand tu étais petit, que disaient tes profs de toi, tes copains, tes parents, ta famille. Qui était le jeune Nicolas, même si tu es toujours jeune, puisque on a vu que tu as eu 30 ans hier. Donc, happy birthday et raconte-nous le 0 à 15. Le 0 à 15. Le petit Nicolas. Déjà, c'est un nom de livre. Ouais. Puis il y a Nicolas qui paye maintenant aussi, non ? Oui, bien vu, il y a Nicolas qui paye aussi, ouais. Le petit Nicolas, il était comment ? Le petit Nicolas... Déjà, le petit Nicolas... C'est un marchand de vin aussi, je crois. Oui. Ça, cette enseigne, je l'ai vu, revu. Ouais. Le petit Nicolas, il aimait pas beaucoup l'école, en vrai. J'ai eu beaucoup de mal au collège. En fait, j'ai eu beaucoup de mal avec l'environnement. J'ai eu cette chance, en fait, d'être éduqué dans une famille très cultivée.
Tu sais, j'ai déjà vu ces parallèles entre est-ce que tes parents ont une bibliothèque quand t'es enfant et ton niveau d'études à la sortie. Mes parents, ils avaient des bibliothèques dans toutes les pièces, énormes. Je lisais quand j'étais gamin, j'avalais 2-3 livres par semaine. Mais l'environnement de l'école en lui-même, vraiment, mais attends, dis-nous, ils faisaient quoi tes parents? Mes parents, ils sont fonctionnaires. Ah oui, Ouais, mes parents sont de l'éducation fonctionnaires. nationale? Même pas. Ils sont assistants sociaux de formation. Ok. Donc leur métier, c'est d'aider ceux qui n'ont pas eu les mêmes armes que tout le monde dans la vie. C'est très varié. Ma mère a même été à l'aide sociale à l'enfance, qui est probablement pire quand on a envie d'aider les gens, en tout cas plus dur. Et j'ai été éduqué vraiment, c'est mélange de culture, d'ouverture sur le monde, et puis d'accepter tout le monde, tu vois, vraiment l'ouverture sur les autres. Ce qui est quand même assez particulier quand tu grandis. Moi, j'ai grandi à la campagne, la vraie de vraie, le countryside. Donc pas Nancy City. Ah non, moi j'ai grandi dans un village, une centaine d'habitants, probablement 3 fois plus de têtes de bétail. J'étais le premier à avoir l'ADSL. Tu vois, j'ai connu le modem qui prenait le réseau téléphonique. T'inquiète pas, nous aussi on l'a connu. Mais en tout cas, ça c'est mes souvenirs de gamin. Et donc. Mais attends, reviens sur les livres, ça m'intéresse. Ouais. C'était quoi tes livres qui t'ont vraiment marqué dans tes premières années là? J'ai lu beaucoup de fiction. Tu vois, j'ai ANGE, pour les noms dont je me souviens, Les Chevaliers d'Émeraude, ANGE. Mais c'est quoi qui te faisait voyager quand tu lisais? Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ça. C'était un monde fantastique. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'est me projeter. Ouais. J'adorais recréer, parce que tu sais, tu as ce truc de quand t'es gamin, tu regardes des dessins animés. Surtout, je suis peut-être une des premières générations où il y avait la télé dans le salon systématiquement. Et d'ailleurs, j'étais chez une nourrice et mes parents avaient demandé à la nourrice de pas me mettre tout le temps devant la télé. Et ils voulaient que je lise. Donc t'étais devant ton iPad. Bah, ça n'existait pas encore. Bah oui, évidemment. Mais tu vois, du coup, ils m'ont obligé quasiment, et ce qui est très sain, à avoir cette culture de me créer ma propre imagination, de lire, faire cet effort-là. Et en fait, ça m'a permis de me transporter. Et j'ai très vite beaucoup aimé. Donc j'ai beaucoup lu quand j'étais gamin, et c'était ma manière à moi de voyager, quoi, de sortir de ce qui était le quotidien classique. Et tu continues à lire maintenant? Moins, vraiment beaucoup moins. Quand je lis, dommage ça. Je t'encourage, continue. T'as raison. Je lis surtout des livres de culture entrepreneuriale. Tu vois, c'est normal. C'est ton moment. Oui, effectivement, mais beaucoup moins par pur plaisir de lire, de m'évader. Je prends moins le temps, ce qui est effectivement pas très recommandé. Donc voilà, le petit Nicolas, il aimait pas tant l'école, même si je m'en suis très bien sorti. J'ai eu de la chance d'avoir, comme on dit, tu sais, un gamin qui a des facilités, mais qui se donne. C'était quoi tes bulletins, les notes sur tes bulletins? C'est peut mieux faire, c'est que ça. Vie sur ses acquis. C'est que ça. C'est vraiment. Quand j'étais en primaire, écoute, ça allait très bien, tu vois. Au collège, pas dans le mainstream avec tout le monde. Donc là, on a commencé à rentrer vraiment très fort là-dedans. Et fin lycée, j'ai commencé à me révéler avec... écoute, c'était la première année où en France, il y avait ce qu'ils appelaient la maison des lycéens. C'était le foyer social éducatif où tu avais les activités pour les lycéens. Mais pour la première fois, ce n'était pas le principal du lycée qui était le président de l'association. C'était un élève. Et j'ai réussi à être élu pour diriger cette maison des lycéens, d'un lycée pas très gros, c'est à peu près un millier. En seconde En première. Et donc, première terminale, j'ai été président de la maison des lycéens. Voilà. Et j'ai organisé plein d'événements. Le début de l'entrepreneuriat. Exactement. Et là, j'ai commencé vraiment... du leadership, en tout cas. Et puis... construire avec une équipe, parce qu'on est plusieurs élus, tu as des gens qui ont envie de participer, et puis tu n'organises pas des choses pour toi, tu le fais aussi avec les autres, pour les autres, et l'objectif c'est de reconduire, Toi tu veux être réélu l'année d'après, tu veux que ça continue comme ça a commencé, et donc là j'ai vraiment commencé à devenir bon, tu vois, à trouver un truc, et par contre il y a un truc qui a tout changé, c'est vers 12 ans, je vais chez des amis avec mes parents, et je rentre dans la chambre de leur fils, et là, je vois, c'était à l'époque parmi les premiers écrans 27 pouces, et je vois, il a un énorme écran 27 pouces avec des lignes de code. Et là, je me dis, je trouve ça fantastique. Il avait 12 ans, lui ? Non, lui, il en avait peut-être 20, 25. Sinon, tu nous le présentes, on va investir. Il en avait 20, 25, je dirais. Et vraiment, je découvre... déjà, je trouve ça magnifique, et surtout, je trouve magnifique de
créer du website. Lui, il faisait du développement web, donc vraiment, il crée un site web avec des lignes de code. Et je me dis, en fait, le mec, il crée en écrivant, quoi. C'est de la rédaction et il est en train de créer quelque chose. Et j'ai trouvé ça magique. Le lendemain, tu sais, tu vas pas en cours le mercredi après-midi, donc non, 2 jours après, le mercredi après-midi, je prends mon après-midi complète, je dis à mes parents que je vais me coucher le soir, mais je vais pas me coucher. Et en fait, en une après-midi, j'apprends les bases du développement. Et à partir de là, j'ai plus jamais lâché les ordis. Vraiment, j'ai plus jamais lâché le truc. Donc à 12 ans, le awakening. Ouais, vraiment le truc où je me dis, waouh, j'adore ça. C'est 12 ans. Et là, je commence à... Donc c'était quoi? C'était du basique à l'époque, où il y avait déjà d'autres... Non, c'était l'époque du XHTML. Ouais, XHTML, ouais, c'était déjà pas mal. Ouais, ça a commencé à avancer. L'époque du site du zéro, comme ça a C'était pas commencé du à devenir... if, go to, ligne 2. Ah non, c'est pas ni de l'assembleur. Ouais, non, on n'en était pas... non, ça va, on avait déjà de la traduction. Mais t'as appris ça parce que tu n'avais pas d'ordinateur, donc t'as appris ça quoi sur les livres? J'ai eu cette chance. Mon père a toujours eu des ordis aussi loin que je me souvienne. Okay. Depuis que je donc suis dans né, ton village de 100 habitants, t'avais un ordi chez toi? Et ouais, on était peut-être les seuls, quoi. Ouais. J'ai vraiment eu cette chance. Tu vois, c'est parents pas très aisés, tu vois, ils vivaient correctement, j'ai pas du tout à me plaindre, mais très cultivés et envie d'apprendre, envie de faire des choses. Et je pense que c'est ce qui a débloqué beaucoup de choses et ils m'ont énormément donné de confiance, toujours. C'est pas grave, tu vois, fais tes trucs, trompe-toi, tombe, fais-toi mal, tente. Et nous, on t'en voudra pas. Ce que tu veux devenir, nous, on accompagne, on est là pour ça. C'est beau ça. Et donc, à part la lecture et le code, t'avais quoi d'autre? T'avais d'autres passions? J'ai fait beaucoup de rugby. Beaucoup de rugby, du sport. Ouais, j'ai fait beaucoup de rugby. Tu jouais à quel poste? J'ai fait pilier 6 et 8. Alors en plus, quand t'es un peu plus jeune, tu bouges un peu plus. Mais, Et tu t'es rien cassé, rien, pas abîmé? Alors je me suis fait quand même des entorses. Ouais. Je me suis ouvert la tête. Pas mal, ça. C'est un bon apprentissage. Ça. Ouais, apprendre à se relever, après s'être ouvert la tête. Pour surtout, être entrepreneur, c'est bon ça. Surtout, ça m'est arrivé assez jeune. Hein, c'est pareil, je devais avoir, tu vois, à peu près 12 ans aussi. Et en fait, ce qui fait peur, c'est quand on te dit, ah mais là, va falloir aller à l'hôpital. Quoi? À l'hôpital? Et donc ouais, j'ai fait quand même beaucoup de rugby. J'ai énormément aimé ça. C'est mon père qui m'a transmis l'amour du rugby. Il était rugbyman aussi? Ouais, il a été rugbyman et ensuite il est devenu président du club dans lequel je jouais. Ouais, c'est le rugby, c'est pas le grand sport de l'Est quand même ça. Ah pas du tout même. Mais alors, en fait, comment ça se fait? L'Espinasse, ça vient du sud-ouest. Oui, sud-ouest. Oui. Et voilà. Et donc mon père est né à des Bayonne. immigrés. Ouais, en gros, exactement. Ouais. Alors, quelle idée d'aller du sud-ouest vers le nord-est? Généralement, c'est dans l'autre sens. Peut-être j'ai envie de lui poser la question toutes les semaines. Bah, vas-y. Non, en fait, ce qui se passe, c'est mes parents ont fait leurs études à Paris. Ouais. Ils ont habité pendant plusieurs années à Paris. Et un jour, mon père, lui, à la base, son rêve, c'était de devenir garde forestier. Donc Paris métier, et garde forestier, tu vois, ça matche pas du tout dans la philosophie. Il a été scout et tout. Au bout d'un moment, il a dit à ma mère, il faut qu'on bouge, j'en peux plus. Il me faut de l'air, il me faut de l'herbe, des arbres. Et ils sont allés dans le trou un des plus paumés de France, la Meuse. Tu fais difficilement plus perdu que la Meuse. La Meurthe-et-Moselle. À côté de la Meurthe-et-Moselle, ouais, exactement. Et donc de là, écoute, j'ai grandi en Meuse. Magnifique. Né à Fontainebleau. 2 premières années, j'ai grandi à Pont-Thierry et ensuite arrivé en Meuse. Et alors, comment tu passes de ce village de 100 habitants, parents fonctionnaires, à partir aux États-Unis? Donc là, on fait un grand saut. Ouais. Si tu peux résumer je sais pas, comment c'est arrivé, quoi. Ouais. C'est les rencontres que tu as fait, et qu'est-ce qui t'a projeté dans cette envie d'aller tenter de traverser l'Atlantique, quoi. Déjà la France, parce qu'il faut d'abord traverser la France, ensuite l'Atlantique, ensuite tous les États-Unis, parce qu'en plus toi c'était l'Amérique ouest, c'était pas le Maine. T'aurais pu te retrouver dans le Maine, qui est quand même plus proche de la Meuse. Quel bonheur la Californie. Voilà. Alors vas-y, raconte-nous comment t'as fait ce grand écart. Déjà, tu sais, j'estime être chanceux, mais la chance se crée et se saisit. Disons, on pourrait résumer ça. Mais quand même, j'ai eu un alignement de coups de chance que j'ai réussi à transformer. Le premier truc, c'est quand tu es dans l'informatique, tu commences à lire de la doc en anglais. Et puis, je pense ma génération aussi, on a toujours vu les États-Unis comme un grand pays. Notre culture, elle est de plus en plus influencée par cette culture américaine sur
tellement d'éléments mais dont on se rend même pas compte. Hein. C'est dingue. Et donc, en fait, j'ai toujours rêvé d'aller dans ce pays. Vraiment, j'ai toujours rêvé de ça. L'informatique, inévitablement, quand tu deviens ingénieur informatique, dans le monde entier, ça se vaut. On a de la chance en France, c'est le cas encore. Ça se vaut vraiment. Et j'ai la chance de rencontrer un cousin éloigné qui travaille... Le cousin d'Amérique, le fameux. Exactement. L'oncle d'Amérique. Un cousin éloigné, vraiment cousin éloigné qui est belge à la base, qui ensuite a travaillé pour une start-up écossaise, qui ensuite a fini par déménager aux États-Unis et qui me branche avec cette start-up. Et grâce à lui, je réussis à obtenir ce job dans cette start-up américaine. Alors, il y a un truc, je suis très déterminé, parce que je l'appelais tous les jours. Hein, c'est vraiment, je l'ai fait comprendre que je ne lâcherais pas le morceau. Et depuis la première année, c'est pendant 4 ans, je l'ai tanné. C'était suite à tes études ou c'était un stage pendant tes études? Exactement, c'était pendant mes études. Comment il a réussi à te trouver ce stage, lui? Il était connecté à cette start-up? Ouais, il a bossé avec le CEO, et donc le CEO a dit « Ok, on le prend ». Donc tu fais tous les papiers, le visa. Donc là, tu étais en école d'ingé à Nancy. Ouais, exact. Bon, alors là, t'es en école d'ingé à Nancy, tu dis je vais faire un stage aux États-Unis, tu deviens le roi des rois. Ouais, star de la fac, là. Ah ouais, là, t'es la star, ouais. Et honnêtement, ma vie a complètement changé. Alors là, tu vois, il y a plein de manières de raconter une histoire. Il y a plein de gens qui idolâtrent ce pays, qui le vendent sous plein d'angles différents. Mais si je devais résumer ça, c'est aller en Californie, et plus spécialement dans la Silicon Valley, ça a changé ma vie. Le premier truc que je dis à chaque fois, c'est tu ne peux pas ne pas changer de mindset quand tous les matins, tu es sur ces routes, tu sais, tu es en 2x4 voies, 2x6 voies, là, en pleine ville, à 80 km/h. Avec des voitures énormes. Exactement. Et autour de toi, c'est des mecs, ils sont en Porsche, ils sont en Mustang, et ils ont ton âge. Et je me dis, putain, mais... Et là, attends, t'étais pas jaloux? Bah si, c'est exactement... mais non, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est que je me dis, waouh, mais j'ai le même âge qu'eux, et je suis loin, je suis vraiment très loin. Moi, à l'époque, pendant ce stage-là, je gagnais $1 500 par mois. Et ma chambre... C'était énorme à l'époque déjà. Pour un étudiant, ouais, énorme. Par contre, ma chambre... Donc à l'époque, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 5 ans, 6 ans. 2018. Ouais, 7 ans. Ouais. Ma chambre, chez l'habitant... Juste avant le Covid. Exactement, ouais. Je suis rentré en 2019 et courant 2019, on a commencé à parler d'un virus qui venait de Chine. Ouais, exact. Et donc, ma chambre aux États-Unis me coûtait $1 000 par mois. Là où tu peux pas te déplacer sans voiture. Ou alors c'est une galère. Donc tu loues une voiture, $350 par mois, $150 d'assurance par mois, parce que j'ai moins de 25 ans. Bah, les $1 500, ils sont partis dans... J'ai une maison, enfin j'ai un toit. Donc comme tout bon Américain, tu avais 2 jobs. Et alors ouais, exactement. Et en fait, une des chances que j'ai eues aussi, c'est mon père... juste avant de démarrer mes études, m'encourage à devenir entrepreneur. D'ailleurs, il voit que je suis inemployable. Je déteste travailler pour les autres. J'y arrive. J'ai jamais réussi. Vraiment, c'est une galère. Et donc, il m'encourage. Même pour cette start-up américaine et ce fondateur qui, j'imagine, devait être assez charismatique et inspirant. Et ça a été mon premier mentor. Hein. C'est vraiment ce mec il m'a permis d'avoir une autre vie. Si tu as raison, pour cette boîte-là, j'ai donné. Mais pendant que j'étais aux États-Unis, je me suis dit, je serai jamais ingénieur. Et c'est là que c'est là que j'ai enfin réalisé que je pouvais pas travailler, comme vraiment parce qu'en fait. Tu pouvais travailler mais pas salarié. Ouais, exactement. Ouais. Et ce qui m'a débloqué, c'est que c'est lui mot pour mot qui m'a dit ça. Et un jour, je suis là en face de lui, on parle peut-être une demi-journée. Là, vraiment, il a pris du temps. Et je lui dis, pourquoi tu es devenu entrepreneur? Il m'a dit, mais tu sais, moi, je suis inemployable. Et je me suis dit, ah ok. Eh ben moi non plus. Et vraiment, ce gars, il m'a donné du temps, il m'a donné de la force. C'est le premier à avoir investi dans Abi, alors que c'était tout début, tu vois, genre on avait quasi rien, on n'avait rien. C'était quoi son profil, son background, et c'était quoi sa boîte? Sa première boîte, quand il a immigré aux États-Unis, c'était Card USA. Il venait d'où? Français. Ouais, c'était français. Initialement, il est français. Okay. Sa première boîte, c'était Card USA.
Card USA. Un Français qui est resté aux États-Unis. Ouais, toi et moi, on est rentrés en France. Ouais. Lui, il est resté. Et moi, je suis rentré trop tôt, mais en fait, j'avais promis à mes parents de finir mes études. Sinon, je rentrais pas dans l'avion du tout. T'aurais pu finir à Stanford. Hein. Alors, j'ai commencé à bosser pour les tests, figure-toi. Ouais, il s'est passé plein de trucs. Mais j'ai commencé à bosser pour les. J'ai oublié le nom du. Tu passes ce concours. Le SAT. Ouais, et t'as la note à la fin sur 5. Sur 800. Ah, non, ça doit être le ACT alors. Ok. Le SAT, c'est sur 800. Ok, non, mais là, c'est vraiment. 800 en maths, 800 en anglais. Ok. Et 1600. J'avais commencé à bosser là-dessus, et en fait, c'est juste l'entrepreneuriat m'a rattrapé. Parce qu'en fait, je n'ai pas fini mes études, qu'on avait déjà créé notre première boîte avec toi, t'es comme Zuckerberg, t'es comme Gates, t'as abandonné tes études pour créer ta startup. Alors, j'ai eu de la chance, c'est que le directeur d'études dans notre école, il a vu ce qu'on était en train de faire, il nous a lâché la grappe. Et en fait, pour l'anecdote, on a rendu un mémoire pour 4. C'était déjà tous les 4? Ah ouais, c'était en fait, déjà tes 3 cofondateurs. Tous les 4, on s'est rencontrés à l'école. Ah ouais. Attends, on va trop vite là. Reviens sur notre entrepreneur français qui t'a changé la vie là. Ouais. Donc, c'était quoi ça? Première sa boîte et qu'est-ce que USA, tu as fait pour lui? Il a révolutionné en fait. Enfin, je sais pas s'il a révolutionné, mais en gros, c'est un des premiers grands industriels à avoir vendu de la carte à puce aux États-Unis. Carte bancaire, carte de téléphone. Plus, le leader à l'époque. Non, même avant. Ça devait être plutôt. Début 2000, un des leaders mondiaux de la carte à puce, c'était une boîte française qui s'appelait J'aime Plus, basée à Marseille. Je connais pas du tout le marché, vraiment aucune. Ce que je sais, c'est qu'il a commencé avant 2000 et donc il a eu une grosse activité là-dessus qui s'est tarie au fur et à mesure du temps. Ensuite, il a lancé sa start-up dans laquelle j'ai bossé, qui s'appelle OpenBucks, qui a été revendue depuis à PaySafe. OpenBucks, et d'ailleurs j'adore le nom, puis t'apprends à parler anglais juste avec le nom. Le concept, c'est tu peux payer en cash en ligne. Donc, tu mets des billets dans ton... Tu sais, en fait, le lecteur cassette... Ouais, c'est ça, tu mets les billets dans le lecteur. À l'époque, ils avaient, de mémoire, les 2 plus gros partenaires de OpenBucks, c'était CVS et Subway. Et donc, en fait, t'allais chez eux, t'achetais une carte prépayée. Ouais. Et avec cette carte prépayée, tu pouvais payer online chez les marchands partenaires. Ça fait partie des métiers de Edenred, ça. Il aurait pu être acheté par Edenred. Ça aurait pu, exactement. Edenred, le leader mondial des services prépayés. Et donc, vous avez un concurrent à l'échelle mondiale qui est PaySafe. PaySafe. Ouais. Et PaySafe a racheté donc OpenBucks. Tu sais combien ? Je crois que le montant n'est pas du tout disclose. Ce que je sais, c'est que plusieurs dizaines de millions. Ok. Voilà. Et au bout de combien d'années ? 8 ans, je crois. 8 ans. De mémoire, 8 ans, sachant qu'il avait investi lui-même quasiment la moitié du montant levé. Et en tout, ils avaient levé 6 millions de dollars. Donc en fait, il avait déjà vraiment de l'argent, il avait déjà du patrimoine. Et en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il a été entrepreneur, mais il a commencé à vraiment monter en patrimoine quand il a fait de l'immobilier il y a 30 ans, 40 ans. Et il me dit, quand on est arrivé aux États-Unis avec ma femme, on a acheté un appartement. Donc ils sont arrivés en tant que Français, sans carte verte, sans rien ? Je ne sais pas exactement les détails aussi lointains. Ce que incroyable, je sais, c'est que... j'adorerais le rencontrer, lui. Avec grand plaisir pour faire les intros. Alors là, c'est sûr. Il a quel âge maintenant ? Il doit avoir quasi 60, je pense. Et il est toujours aux US. Il est toujours aux US. Il est toujours aux US. Il habite à Miami, dans une villa absolument magnifique maintenant. Ouais. Tu sais que mon fils vient de démarrer son premier CDI à Miami aussi. À Miami aussi. Ouais, Miami, donc il est heureux co-actionnaire avec nous de Abby. C'était ton premier, c'est lui qui t'a fait le premier Love Money check. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est je demande à mon... Alors là, c'est un vrai conseil. Je demande à mon cousin, parce que je savais que Marc avait de l'argent. Et je demande à mon cousin, écoute, est-ce que tu penses que Marc, lui, pourrait être intéressé par une aventure comme ça, tu vas investir chez nous ? Et il me dit, ok, moi je pense que tu peux y arriver. Et là, il me donne le conseil, c'est tu ne demandes jamais à ce qu'il investisse, pas au début. Tu lui demandes des conseils. Tu vas le voir, tu lui dis, je vais lancer une boîte, on a bien discuté. Est-ce que tu peux me conseiller ? Me dire, ok, comment tu ferais ? Je t'explique mon parcours, machin. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est pas bête, ça. Mais un jour ou l'autre, il faut qu'il mette le cash. Donc, il est revenu lui-même me le dire. Ah ouais, c'est magnifique. Ça. Et alors même l'anecdote... Là, tu as eu beaucoup de chance, parce que je peux dire que ça, c'est rare quand même. Je suis tombé sur le mec... Parce que tu peux expliquer pendant des centaines d'heures à un investisseur ton business. Il y en a très peu qui vont sortir le carnet de chèque. Mais il y a un truc, c'est qu'il me connaissait.
C'est que j'avais bossé pour lui. Et il a vu ta capacité de travail, ton éthique. La vraie détermination. Une fois qu'on est dedans. Et en fait, il n'y a pas de... Enfin, tu vois, le vrai commitment. Le vrai. Quand on dit qu'on le fait, on le fait. Et on va jusqu'au bout. Des fois, c'est dur. Il y a des moments plus heureux que d'autres. Mais quand tu le fais, tu le fais. Et donc, en fait, ça a énormément aidé à ce moment-là. Et figure-toi que je fais ce move-là, en fait... avec quand même l'envie qu'il nous donne un coup de main. On discute pas mal, il me donne des conseils, je lui montre qu'on itère très vite, surtout au début. Si tu n'itères pas vite au début, tous les jours, il y a les trucs qui doivent changer, sinon c'est... Mais c'est-à-dire, tu l'as créé quand tu étais encore chez lui ou quand tu étais rentré en France ? Non, on était déjà rentré en France avec mes associés. Donc, tu as repris contact avec lui à ce moment-là. Oui, exactement. Ouais, donc toi, tu fais partie de ces rares entrepreneurs qui ont créé leur start-up direct à la sortie d'école. Et même, tu as arrêté tes études pour la créer. Ouais, alors j'ai quand même eu mon diplôme. Et alors, est-ce que tu penses que ça... Parce que tu vois, moi, j'ai un peu... pas une théorie là-dessus, mais j'ai des statistiques, puisque j'ai investi dans une 150aine de startups, donc avec des profils d'entrepreneurs divers et variés. Ouais. L'entrepreneur qui crée sa startup en école ou à la sortie d'école sans expérience professionnelle, le risque, il est quand même extrêmement élevé pour les raisons que tu imagines. Ouais. Donc, toi, j'ai bien compris que tu l'as fait parce que tu te sentais inemployable et donc tu t'es dit ça sert à rien que j'aille bosser parce que ça marchera pas et je me ferai virer ou je partirai tout de suite. Ouais. Mais comment tu compenses ? Comment tu as compensé ce manque d'expérience et d'apprentissage pour pouvoir ensuite utiliser et répliquer ce que tu as appris dans un groupe, dans un grand groupe au sein de ta startup et donc éviter un certain nombre d'erreurs, etc. Donc comment tu compenses ? Comment tu as compensé ? Je crois qu'il n'y a qu'une seule vraie bonne réponse, c'est l'entourage. Et là, je ne vois pas... Et pour nous, ça a fait... C'est 50% de la réussite. En fait, je pense que l'énergie que tu as quand tu es encore étudiant, tu sais, c'est exceptionnel pour le 0 à 1. Mais quand tu vas au-delà du 0 à 1, tu as plein de choses à structurer. D'ailleurs, même quand tu arrives au 1, tu commences à avoir besoin de te structurer, de comprendre comment les gens fonctionnent, comment le business fonctionne, comment vont être les étapes d'après. Et il n'y a que l'entourage pour combler ça en dehors de ton expérience. Et par entourage, j'entends les gens qui ont investi chez nous, notre accélération chez Tomcat. On va en parler. Mais après. Ok. Vraiment l'entourage. Ok. Alors, on revient maintenant à l'origine d'Abi. Ouais. Vas-y, raconte-nous un peu comment tu es tombé sur cette idée. Est-ce que c'est l'idée de départ ou est-ce que, évidemment, comme tout entrepreneur, bon entrepreneur, tu as pivoté ? Voilà, donc raconte-nous un peu la séquence. Tu quittes la Silicon Valley. J'imagine que ça a dû être dur. Moi, je me souviens quand j'ai quitté New York après 7 ans aux États-Unis ou 6 ans aux États-Unis. Je me souviens encore parfaitement, même si c'était il y a 30 ans, je me souviens parfaitement de mon voyage dans l'avion où je me dis mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je quitte les États-Unis, etc. Donc vas-y, raconte-nous ton vol retour et la création d'Abi. Le vol retour, c'est un des moments les plus tristes de ma vie. Parce que je pars, mais quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis dit, je refais ma vie en fait. Tu démarres ta vie. Ouais, en fait, vraiment, tu vois, je me dis, je me pose pas la question de quand est-ce que je repars, est-ce que je me lance ou pas sur des trucs, tenter, rencontrer des gens. C'est comme si je refaisais ma vie. Je suis là pour suffisamment de temps, on sait pas ce qui se passe. Je fais tout normal. Et en fait, c'est ce qui m'a permis d'en profiter autant, d'apprendre autant, mais c'est aussi ce qui a été le plus dur, c'est qu'en partant, j'ai laissé derrière moi des amis, j'avais une vie, quoi, vraiment, c'était... et en fait, la culture, en fait, c'est ça qui le plus grand déchirement, c'est la culture. Ok, on parle de cultures qui sont pas forcément la nôtre, mais les États-Unis, c'est un grand pays. La France, c'est pareil. Il y a des gens partout qui sont différents partout. Mais cette culture, alors j'ai pas été partout aux États-Unis, mais cette manière de penser, cette manière de travailler, cette manière de discuter, tu vois, baie de San Francisco, mais même à Los Angeles, vraiment, c'est exceptionnel. Ça te manque encore. Ouais, encore aujourd'hui, mais vraiment, ça me fait vibrer d'en parler. Tu retournes de temps en temps pour te ressourcer un peu ? Ouais, j'y suis retourné. Notamment pour retourner voir mon cousin, retourner voir mes amis là-haut, parce que vraiment je me suis fait des amis, des vrais amis. Alors que beaucoup de Français, tu sais que beaucoup de Français dans les critiques qu'ils font de l'Amérique, ils disent ouais, de toute façon les Américains c'est superficiel, ils te font des grands bonjours, hi, how are you, puis après ils t'oublient en 2 secondes.
Toi, tu as l'air de dire que c'est un peu l'inverse, en fait. Les amis que tu t'es fait là-bas, c'est des amis pour la vie. Ouais, écoute... Alors, c'était peut-être des amis français. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. En plus, dans la Silicon Valley, t'as ce mix culturel qui est phénoménal. Ah oui, t'as tous les pays. Ah ouais, vraiment, c'est dingue. Hein. Et d'ailleurs, le melting pot à l'américaine. Ouais, non, mais c'est dingue. C'est dingue. On est très loin de ce qu'on voit en France. Hein. Là, t'as vraiment de la mixité culturelle. Ouais, t'as 135 nationalités à peu près. Ouais. Et puis, nous, je sais pas, les petits blancs, en fait, on est entouré de gens de partout. Vraiment, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et donc, peut-être que c'est vrai que c'est un peu plus surjoué sur certains aspects sociaux. Mais au contraire, ça permet de briser beaucoup plus facilement la glace. Et donc, tu deviens beaucoup plus proche des gens, beaucoup plus rapidement. Et puis, ça n'empêche rien d'envoyer un message au bout d'un moment, de voir si ça se fait. Et les gens qui me revoient, quand ils viennent en Europe, direct, j'ai un message. Quand je vais là-haut, direct, j'envoie un message. Et on est très heureux de se revoir. Non, je crois que c'est comme l'amitié en France. Ça prend un peu de temps. Il faut qu'il y ait un vrai feeling. Mais non, je pense que c'est exactement pareil, quoi. On peut devenir ami avec qui on a envie de devenir ami, quoi. Donc tu as su utiliser en fait toutes les forces et tous les points positifs des Américains et de l'Amérique pour créer Abby et pour utiliser donc tout ce que tu as appris, notamment sur les sujets de culture d'entreprise, d'ouverture, d'innovation, de prise de risque. Raconte-nous un peu en fait les key takeaways de ce que tu as appris pendant ton passage aux États-Unis et que tu utilises aujourd'hui chez Abby. Puis après, on reviendra quand même sur ton vol retour et la création d'Abby. Il y a un truc, c'est en France, on se met des limites partout. En fait, rien n'est jamais possible. J'ai un bon exemple. Quand j'étais gamin, à un moment, je dis à un mec qui a, je sais pas moi, 3-4 ans de plus que moi, je lui dis mon rêve, c'est de devenir rugbyman professionnel. Et qu'est-ce qu'on fait en France? On rigole et on te dit, t'y arriveras jamais. Deviens, je sais pas moi, maçon. Et aux États-Unis, on va te regarder avec des étoiles dans les yeux et do it. Et en fait. Just do it. Ouais, just do it, ouais. et en fait, ça fait toute la différence. Et vraiment, c'est dingue. On n'a pas les mêmes plafonds de verre, on n'a pas les mêmes... je sais pas, on a un empêchement global en France à pas respecter l'envie de réussite. Et d'ailleurs, tu sais, il y a ce dicton qui dit, quand quelqu'un dit qu'il veut devenir millionnaire, les seuls qui rigolent, c'est ceux qui sont pas millionnaires. Tout est dit. Et en fait... donc, tu as appris l'ambition et le fait que tout est possible. Ouais, tout est possible. Et donc ça, tu le transmets au quotidien, dans ta boîte, avec tes associés. Toi, tu es le seul de tes 4 associés à avoir une expérience américaine? À avoir vraiment été là-haut, ouais. Ils sont venus quand même. On a passé du temps ensemble aux États-Unis, tous les 4. Super. Donc, ils ont connu, ils ont rencontré Marc avant qu'on crée la boîte. Mon cousin, on a voyagé, on a fait San Francisco, Los Angeles, Santa Cruz, Las Vegas, Phoenix. On a vécu vraiment... donc Abby, on peut dire qu'Abby s'est créé un peu là-bas, quoi. Ouais. Et en fait, même, tu sais que l'anecdote, c'est... en fait, ça s'est scellé. En fait, t'es une start-up de la Silicon Valley. Ouais, mais basée à Nancy. Ouais. On pourrait dire ça comme ça. Ça s'est scellé. J'étais aux États-Unis. On s'appelle. Eux, c'est la journée. Chez moi, c'est tard le soir. Eux, ils étaient en train de bosser pour une boîte belge. Et on s'appelle. Et Corentin, il dit imagine quand tu reviens en France, on loue une grande coloc et on commencerait notre business là-dedans. Et en fait, ça s'est scellé un soir. À Vegas. Attends, dans quel casino ou dans quelle boîte? Parce que je connais bien Las Vegas. On sortait de l'Omnia, du César. Et il était peut-être 4h ou 5h. C'était la semaine du CES. Alors ça, c'est une super histoire. Tu sais que si tu fais une licorne, ça sera dans ton bouquin, ça sera une super histoire à raconter ça. Et on s'est retrouvés. On a créé la licorne dans l'Omnia. Ou à la sortie de l'Omnia. À la sortie de l'Omnia, il y a un 4h du matin. Et le Starbucks, je sais pas, il est en forme d'amphi. Qui est ouvert à 4h du matin, évidemment. Il y a tout ouvert à 4h du matin. Et là, on se redit, je rentre en France, on va le faire, on va prendre une grande coloc, on se met tous ensemble, et puis on va recruter des gens. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé 6 mois après. Donc, on rentre en 5e année, septembre 2019. On rentre en 5e année. Et en fait, en septembre 2019, le matin, on part en cours.
Et en même temps qu'on part en cours, il y a les gens qui viennent bosser chez nous. Alors au début, tu commences avec les moyens du bord, des stagiaires, des alternants, des copains freelance. Ça dure comme ça pendant 6 mois, 8 mois à peu près. Et ensuite, on crée notre première boîte avec ce truc de... On avait déjà essayé de lancer des projets. C'était pas Abi, la première boîte ? Non, la première boîte, okay. c'est cabinet d'ingénierie. En fait, on avait essayé de lancer des projets et on s'est dit, OK, il faut un truc alimentaire. Oui, exactement. Une SS2I. Et on fait... Donc, projet. Exactement, projet sur projet. Et en fait, c'est là qu'on goûte à la frustration de la SS2I. Nous, on est des morts de faim. Et une SS2I, sur chaque projet, il y a un début, il y a une fin. Même si tu fais de la maintenance, c'est pas ton truc. C'est du conseil. Ouais, exactement. Et donc, on livre des produits, on livre des projets, des trucs. Parfois, on est fan nous-mêmes, on trouve ça exceptionnel. Et en fait, au bout d'un moment, on en a marre. Donc, on commence à lancer des projets en interne. Et il se passe un truc, c'est que en moins d'un an, il y a un de nos clients qui nous propose de nous racheter. Et nous, on est encore étudiants. Et on parle de montant de valorisation où on commence à vriller dans nos têtes. Tu vois, genre, on n'a jamais... Et on se dit, OK, on va le faire. Et en fait, ça se passe extrêmement mal. Vraiment, ça part... Oui, parce qu'en fait, il vous rachète, mais il vous demande de devenir salarié de sa boîte après. Exactement. Et puis, ça part en vrille. La culture, on n'a pas du tout la même culture. À la fin, ils nous font un coup qui n'est pas très fair. Enfin, bon, c'est de l'histoire ancienne. Et on arrive au bout de ce truc-là, on se regarde et on propose à nos collaborateurs de l'époque de dire, OK, fuck, venez, on arrête là de faire de la presta. Vous avez combien de salariés à l'époque ? En plus de nous... C'était que des étudiants de ton école d'ingé ? Alors non, il y avait nous 4 et on avait 4 ou 5 alternants, quoi, en gros. On n'avait pas vraiment de full-time. Voilà. C'était une petite équipe, mais on leur dit, OK, venez, on tente le truc. Vous aviez 20 ans. Et on avait un peu plus... c'est 2020, 2021. Ouais, tu avais 25 ans. 25 ans, ouais, exactement. Et de là, en fait, c'est là la genèse de Abi. On avait bossé sur plein de projets. Mes associés, notamment, ont quand même développé l'un des tout premiers produits d'expertise comptable 100% en ligne en France. Jérémy, CTO et cofondateur, il a créé, si ce n'est le premier, l'un des tout premiers machine learning d'annotation automatique de transactions comptables. Et à l'époque où il est sorti, c'était le meilleur. À l'époque où on disait que le machine learning, c'était pas très fiable. On voit ce qu'on fait aujourd'hui avec le machine learning. T'avais pas CJ, des Sage qui ont essayé de vous racheter ou de vous embaucher ? Nous, on était, on était vraiment à l'époque, là, on était encore presta d'un de nos clients. Okay. Donc le client en question, je crois qu'il a eu plusieurs propositions de rachat au fur et à mesure de son histoire. Okay. D'ailleurs, l'histoire dit qu'il a été racheté par un des concurrents de Cégide depuis. Ah, ok. On avait bossé nous-mêmes sur un produit pour les artisans, pour gérer leur chantier. On avait vraiment cette expérience. En fait, c'est en travaillant sur des projets spécifiques que vous est venue l'idée d'Abi, parce qu'en fait, vous êtes tout de suite rentré un peu sur le marché du logiciel. On avait de l'expérience. De comptabilité, de gestion, TPE, indépendant. Et en fait, nous-mêmes, on a été travailleurs indépendants. Moi, j'ai créé ma micro-entreprise, auto-entreprise à l'époque, mais mon auto-entreprise au tout début de l'école d'ingénieur. Et je l'ai gardé pendant plusieurs années, et notamment pendant que j'étais aux États-Unis pour compléter mon salaire. Je bossais encore pour mes clients en France. Et donc, eux, ils ont créé leur boîte première, deuxième année, mes 3 associés. Et donc, en fait, on avait l'expérience de ce que c'était que de gérer une boîte tout seul, aussi simple soit-elle. On a fait toutes les conneries. Mais c'était déjà une vraie boîte à l'époque ? Vous aviez incorporé, vous avez fait une SARL donc, ou une... avant mars 2020, on était tous les 4 ensemble, on se dépatouillait avec nos micros. Vous facturiez chacun de vos micro-entreprises. Il n'y avait pas encore d'association. Exactement. Là. Et en mars 2020, là, on incorpore. Et là, vous incorporez. Exactement. Une SARL. SAS. Comment ça se passe la négociation entre vous 4 sur la répartition du capital ? Il n'y a pas de négo. Il n'y a jamais eu de négo. Ça a été immédiat. Ouais. 25. En fait, le deal, c'est tous les 4. En fait, il y a un truc, c'est que tous les 4, on est exactement pareil. Ouais, mais justement, dans l'entrepreneuriat, dans l'association, quand on est des clones, ça peut créer des problèmes. Alors qu'à l'inverse, quand on est complémentaire, on se dit OK, on a besoin l'un de l'autre. Alors, on n'a pas les mêmes compétences. Je veux dire, mentalement, intellectuellement, on est complètement cuit. Enfin, on est givré. Quand on est tous les 4, on est complètement givré. Et en fait, c'est pourquoi on en est arrivé sans avoir besoin de se poser la question, c'est que ça faisait 6 ans que tous les 4, on était fourrés ensemble tout le temps. Et
différencie une amitié d'un copain, c'est ce que tu vis avec lui. Et en fait, surtout les moments difficiles et challenging. Et ce qu'on a vécu tous les 4, parce qu'en fait, à un moment dans ta vie, tu as des problèmes de famille, il y a des moments, tu as des galères, tu te sépares, tu t'embrouilles. Ces moments-là, on les a vécus ensemble, tous les 4 pendant 6 ans. On se connaît, on connaît nos points faibles, on connaît nos points forts, et on sait s'engueuler. Tu vois, hyper important ça. Ouais, on sait se regarder. Souvent la problématique dans l'association, on sait pas se dire les choses. Ouais. On sait pas se dire les choses. Tu te souviens, on en a parlé la première fois qu'on s'est parlé. Soit on sait pas se dire les choses, et puis en fait, comme on se les dit pas, ça gonfle à l'intérieur. Donc quand on commence à se le dire, on se le dit mal, avec les mauvais mots, le mauvais fond, la mauvaise forme, et donc on se fâche. Et ensuite, on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus même à se regarder. Et il y a plein d'associations où ça a explosé en vol comme ça, à cause de exactement ce que tu viens de dire. C'est hyper important. On ne sait pas s'engueuler. Il faut savoir s'engueuler. Ouais. Et il faut savoir se dire, on s'est engueulé, mais c'est pas grave. Et on continue maintenant. Non, puis ça fait du bien. Hein. Voilà, mais sauf que c'est tellement contre-intuitif. Ouais. Et c'est tellement pas dans l'ADN humain. Parce que quand on s'engueule, généralement, en tant qu'humain, derrière, on s'en veut à mort. Et donc, on n'ose pas se dire les choses. Et ça, dans l'amitié, ça peut aller. Tu sais, dans l'amitié, il peut y avoir des amitiés comme ça de surface où on ne se dit jamais ce qu'on pense, on reste juste copain et tout. Mais dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas possible. Pour qu'une relation et une association entrepreneuriale fonctionnent, il faut savoir se dire les choses et se les dire tout le temps et pas attendre. Et ça peut créer des tensions. Et donc, les entrepreneurs qui savent se parler et qui savent passer outre les tensions, là, tu peux te dire que tu as une vraie association et que ça va durer. Les galères, l'échec. On a échoué ensemble, on a planté des trucs, on a fait des erreurs, on a galéré à des moments. Et donc, en fait, savoir se parler, savoir se dire les choses. Mais il y a des moments où, alors ça nous arrive plus, mais moi je me revois, on est en 4e année et ça nous est arrivé de nous hurler dessus. Et en fait, le problème, c'est que cette sensation de culpabilité à la fin, mais tu l'as quand même. Sauf que tu as dit les choses. Et en fait, quand tu viens revoir ton ami, ton vrai ami, putain, gars, je suis désolé, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est comme ça que vous faites. Plus maintenant, on n'a plus vraiment besoin. Il n'y a plus besoin. Maintenant, vous vous engueulez. C'est bon. Il n'y a même pas la peine de dire excuse-moi. C'est OK. Ça passe. Ouais, c'est exactement ça. Mais vous êtes passé par des années à vous engueuler. Et ensuite, celui qui s'est un peu énervé fait le premier pas pour dire bon, écoute, je suis désolé, je me suis emballé. Je ne voulais pas vraiment te dire ça. Mais c'est important qu'on se le dise quand même. Et l'autre a la force et la capacité de dire ok, je t'en veux pas, je comprends, et allez, on avance. Et on est très rationnel. Et ça, à 2, c'est compliqué. À 3, c'est très compliqué. À 4, comment vous avez géré ça ? C'est incroyable. Parce qu'en fait, on a géré les trucs de la même manière, tu vois. C'est s'aimer les uns les autres. J'ai pas trop d'autres trucs. Être capable de se le dire pour de vrai. Et on a vécu ensemble, tous les 4. On a Benjamin et Corentin, ils ont été en coloc les 2 premières années d'études. Ensuite, on a vécu tous les 4 ensemble pendant quasiment 3 ans. Tu vois, pendant que j'étais aux États-Unis, eux 3, ils vivaient ensemble tous les jours. Ils travaillaient d'ailleurs comme des clébards, vraiment, dans des conditions. Tu n'as même pas envie de vivre ça dans ta vie. Et c'est juste. T'inquiète pas, je l'ai vécu. J'ai même chopé la gale une fois dans un dortoir dégueulasse. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire, si on creuse ça, parce que c'est quand même hyper important et c'est tellement rare là ce que tu racontes. Donc, tu l'expliques en partie par le 25-25-25-25. Donc déjà, il n'y a pas de sujet il a plus que moi, etc. Mais c'est clairement pas suffisant, ça. Il y a un lead. Il y a quand même un lead. Il y a un lead. Alors, c'est un des premiers conseils qu'on nous a dit. C'est toujours le même, le lead, ou ça change ? Non, c'est moi. C'est toujours toi. C'est toujours toi le lead. Tous les 4, on sait faire des choses que les uns les autres, on ne sait pas faire. Enfin, c'est OK, jamais j'irai expliquer à Jérémy comment on fait de la tech ou à Corentin comment il doit gérer son équipe produit, sa vision. Mais la raison pour laquelle j'ai pris le rôle du CEO, elle a été claire dès le début, c'est parce que, OK, on est 4 à part égale, mais il y a un moment où faut embarquer le truc, faut trancher. Il y a un moment, il faut faire un petit effort supplémentaire sur un sujet quelconque. Ok, je le fais. Et en fait, et là, on m'a dit, oui, mais alors du coup, y a des trucs sur lesquels t'en fais plus, tu mérites plus. Mais en fait, ça n'a rien à voir.
Parce que le délire, c'est que chacun son rôle. Moi, je produis beaucoup moins. J'ai de l'impact sur moins de sujets. Quand on rentre vraiment profondément dans les sujets opérationnels, dans l'exécution, j'ai moins d'impact sur le produit, j'ai moins d'impact sur la tech, sur le marketing, sur absolument tout ce qu'on fait. C'est juste, on fait des choses différentes les uns les autres et on est responsable. On a un dicton tous les quatre, c'est que quand on est ensemble, c'est notre faute. Quand c'est que ensemble, avec tout le monde. Quand on est que tous les quatre, on se regarde dans le blanc des yeux et on se le dit. T'as merdé. Et c'est ok, mais on est tous les quatre. T'as merdé, maintenant on construit autour. Quand on est avec les autres, on a fait l'erreur ensemble, mais on se dit les choses. Ok, donc c'est toi le leader. Vous êtes à parts égales, mais c'est toi le leader. Ouais. Est-ce que tu as déjà été remise en question par tes trois associés sur ta position de leadership? Non, mais en 4 ans, ils t'ont jamais remis en question? Non, jamais, mais parce qu'en fait, on construit ensemble. Tu vois, il n'y a pas de... et puis, j'ai une personnalité qui va bien avec... Et toi, tu t'es toujours senti légitime? Ouais. En fait, j'aime ça. T'as pas le complexe de l'imposteur? Pas avec eux quatre, mais parce que vraiment, tous les quatre, on construit ensemble. Et j'ai la posture de leader aussi avec les équipes. C'est pas moi qui les manage tous au quotidien, mais j'ai la position du CEO. Et j'aime ça, hein, vraiment. C'est un truc dans lequel je me retrouve et j'aime... Ce paradigme, tu vois, genre cette position, la posture, l'attention que tu dois porter à plein d'éléments, la posture, le savoir-être, la manière dont tu parles aux gens, la manière dont tu es directif, la manière dont tu transmets la vision. Donc ça, c'est votre équilibre à tous les quatre, ouais. Ce qui est déjà extraordinaire, ce que vous avez réussi à faire. Ensuite, il y a le moment où vous commencez à embaucher. Ouais. Donc ça peut créer des formes de déséquilibre dans cette association qui est quand même instable, forcément par nature instable. Ouais. Donc comment ton leadership, comment tu as évolué dans ce poste de leadership, d'abord leader d'une équipe de 4 cofondateurs, on passe maintenant à, vous êtes une trentaine chez Abi. Comment t'as fait pour évoluer en tant que leader? Comment tu as progressé, comment tu expliques que tu as réussi quand même ce pari assez incroyable et cette performance assez rare de réussir ce leadership à 4 et ensuite avec 26 salariés de plus? Voilà, on pourrait... Vous avez 4 heures. Ouais, non, mais évidemment, sauf qu'on a 10 minutes. Ouais. Mais ça prend 4 heures, t'as raison. Ça prend une vie hein, même. Tu peux faire un PhD là-dessus après. Ouais. Déjà, chacun, on a notre secteur de prédilection. Donc, Corentin, il a le lead sur le produit. Et donc, s'ensuit, demain, on recrute un PM. Le premier qui va dire, OK, moi, ce mec-là, je l'aime bien, c'est lui. Mais tu t'impliques, toi, quand même? Ouais. Tu donnes ton mot? 100% des recrutements. Et tu peux faire du blocage? Tous les recrutements. Tu peux bloquer? Ouais. Même si Corentin le veut, ouais. Toi, tu le sens pas? Les recrutements, on fait assez simple. L'écrasante majorité des recrutements se font en 3 étapes. La première étape, c'est du filtre, mais là, n'importe qui peut le faire. Hein. C'est des questions bêtes, juste pour voir que la personne, c'est pas qu'un beau CV qui a été fait par quelqu'un. Et, la deuxième, c'est le métier. Donc là, en général, c'est là que mes associés interviennent. Challenge technique, opérationnel, le hard skills. Il y a un peu de soft, toujours, parce qu'on a besoin de sentir les gens avec qui on bosse, mais c'est... tu recrutes un développeur, tu vas rentrer dans la tech, tu vas parler tech, tu vas essayer de comprendre son expérience, ce qu'il aime pas, ses points forts, ses points faibles. Et moi, c'est l'humain. Mais j'adore ça. Hein. J'ai eu des conversations avec des gens, notamment une personne qui aujourd'hui vraiment qui est manager, hein, qui dirige la relation client chez nous. J'ai eu une conversation avec elle au moment où on l'a recrutée. C'est des conversations hors normes. Mais vraiment, et là... Ouais, tu rentres dans l'humain, toi. Ouais. Tu ne vérifies pas que le savoir-faire. Tu es dans le savoir-être. D'ailleurs, on segmente. Mon objectif à moi, c'est pas de dire si la personne, elle va être compétente. Mon truc, c'est de dire, OK, c'est une personne qui va pouvoir bosser avec nous, avec qui on va pouvoir aller loin, qui a les côtes, qui va nous supporter, qui va supporter cette envie perpétuelle là, de rentrer dedans, de tout arracher. Et à partir de là, de toute manière, je n'ai en entretien que des gens qui ont déjà été validés. Hein.
Donc en fait, il y a des recrutements sur lesquels ils en envoient 10 et il n'y en a qu'un au bout du bout qui est validé. C'est parce que vraiment, chacun s'occupe de son truc, y compris dans le recrutement. Alors, ok, on peut effectivement en parler des heures, mais une autre manière de poser la question, c'est quelles sont les décisions ou la décision en tant que leader de la boîte qui a été le plus dur à prendre pour toi? Celle où tu as réfléchi pendant des jours, peut-être des semaines, et tu dis non, je sais pas, j'ose pas, je veux pas, ça peut casser la relation si je prends cette décision. Est-ce que ça t'est arrivé de devoir prendre ce genre de décision? Un truc où tu réfléchis des jours et des jours et des jours. Écoute, il y a eu les levées, inévitablement, parce que j'ai porté le sujet. On va aller lever, on va aller se diluer, trouver un partenaire, vous rejoindre. Ouais, bah, c'est un bon exemple. C'est pas un truc. C'est-à-dire, ils voulaient pas lever tes associés? Ah non, c'est juste c'est moi qui assume. Okay. Et vraiment, tu vois, là, on en revient à ce. Donc, tu as dû les convaincre. En fait, pas vraiment, non. Je leur ai dit, les gars, il faut y aller. Ils m'ont dit, mais gars, si tu dis qu'on y va, ils sont vraiment sympas, tes associés. Mais on fonctionne comme ça. Alors après, on en discute, on challenge, on essaye de comprendre, de faire évoluer. Mais au bout du bout, si, je sais pas, Jérémy il dit, on va utiliser tel techno. Bon, gars, c'est ton job. Et en fait, on fera l'erreur ensemble si c'en est une. Par contre, le succès, on le partagera avec grand plaisir. Donc, en fait, voilà, je pense que ça, c'est un bon exemple. Est-ce que c'est une bonne décision ? À ce moment-là, j'ai eu cette question. Moi, j'ai dû convaincre aussi quand même les actionnaires historiques, un minimum. Qui étaient rentrés sur des valos quand même très basses. Qui étaient rentrés sur des valos quand même très basses. T'as été très sympa. Bah, au début. Alors, justement, parlons un peu de la Tomcat. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de postuler à la Tomcat ? Je suis rentré quand même avant le format que vous avez à l'heure actuelle. Qui était un format assez moyen à l'époque d'ailleurs, par rapport à ce qu'on fait maintenant. Ouais. C'était pas le format promo, Apollo. Ouais. Là, toi, t'es rentré un peu seul, quoi. Au début, j'observe. Ouais. Je me dis, ok, bon, c'est un accélérateur adossé à un fonds, donc je sais pas, c'est le meilleur des deux mondes. Il y a le sujet être à Paris, avoir un peu plus une emprise sur Paris, tu vois, avoir un lien. On se parle pas au début, tous les deux, mais je rencontre Ellie. Mm-hmm. Et le jour où j'ai rencontré Ellie, je me suis dit, putain, j'ai envie de bosser avec eux. Heureusement que tu l'as rencontré lui, alors. Non, mais et alors après, on se rencontre. Ouais. Et en fait, écoute, il y a un truc qui a changé. Mais ça, on le retrouve chez pas beaucoup de gens. Quand au premier abord, tu regardes je parle de toi. Hein. Je te regarde. Tu regardes un entrepreneur et de manière très toi, tu lui poses des questions, ça va droit au but, c'est saillant. Nous, on vient de la campagne, on est des jeunes d'Internet, on a grandi derrière nos ordis. Et en fait, c'est pas un uppercut, mais là, tu t'arrives dans la vraie vie. Je te secoue, ouais. Je te secoue. T'arrives dans la vraie vie l'entrepreneur. D'un coup. Et en fait, paradoxalement, je me suis dit, putain, j'ai besoin de ça. En fait, j'essaye de faire en sorte que vos électrons tournent plus vite. Ouais. Puis là, ça s'est activé d'un coup. Comme ça, on va plus vite et on va plus loin. Et en fait, la première mini-interview que j'ai donnée sur pourquoi la Tomcat, c'est les questions. Et ça, vous en êtes où ? Qu'est-ce que vous avez fait là-dessus ? Et là, en fait, c'est même pas... Parce que la réponse, c'est rien. Mais avant de répondre, ok, alors il faudrait qu'on fasse ça, ça, et pourquoi on devrait le faire, d'ailleurs ouais. Pourquoi il me pose cette question ? Et là, ça remet énormément de choses en perspective. Le format de l'époque était moins bien que celui d'aujourd'hui. C'est ça qui a rendu la décision un peu difficile. J'ai réussi à embarquer tout le monde autour de moi. Et en fait, les plus réticents, c'était pas mes associés, loin de là, parce qu'ils confiance, c'est Marc. Et Marc qui m'a dit, mais gars, t'as pas besoin d'eux, je quoi suis là. Ouais. Et tu sais, il disait, mais ça vaut du cash et tout, qu'est-ce que tu fais de tout ça ? Et je lui dis, Marc, fais-moi confiance. Et je me souviens, parce qu'il est aux États-Unis, donc il faut que tu me le présentes. Avec grand plaisir. J'étais à un resto avec ma copine et je l'ai lâché en plein milieu du repas. Je lui ai dit, écoute, j'ai un call à faire. Je me suis mis sur la terrasse du resto en pleine, je sais pas, on était en mars, quoi, donc il faisait froid. Et je parle avec Marc pour lui expliquer. Et alors, qu'est-ce que tu retiens de plus de notre enseignement et en quoi on t'a servi le plus jusqu'à présent, à part d'investir, évidemment ? Il y a un sujet, encore une fois, de posture, de charisme, que j'aime beaucoup.
Chaque personne est différente. On prend ce qu'on a à prendre. Mais ça continue d'être un sujet. Mais parce que vraiment, je trouve que c'est des choses importantes dans la vie. J'ai de la chance, j'ai eu un père qui dégage un truc qui est différent. Et en fait, j'aime ça chez les gens. Tu les reconnais. Et c'est des gens dans une vie qui ont un impact. Je trouve ça grandiose. Probablement que j'aspire moi-même à avoir ce genre d'impact. Ouais. De manière plus pragmatique, le leadership team. Moi, je me souviens de ce meeting qu'on a fait ensemble, où on a passé en revue tout. Et en fait, ça a déclenché plein de trucs. On s'est dit, mais évidemment, il faut qu'on bosse là-dessus, il faut que ça se soit plus clair, que ça se soit marqué, que ça, on en parle, qu'on gère les choses de cette manière. Le leadership team a été vraiment très, très important. La vision equity, j'en avais pas. J'avais pas compris le fond du sujet, en fait. On a bien compris quand on a vu ta cap table. Vraiment, j'avais pas de vision. Même, mais ce qui est normal, hein, à ton âge, c'était pareil. Hein, mais tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, first time virgin entrepreneur. Bah voilà, t'es obligé d'apprendre une tonne de trucs et t'es obligé de t'entourer correctement. Mais on a eu du bol aussi. Hein. On a eu du bol. Et est-ce que ton niveau de motivation, est-ce que ça t'a aidé à élever ton niveau d'ambition ? Est-ce que ça a modifié ta vision du succès pour Abi ? Est-ce que tu sens que sur les 2-3 dernières années, ta vision du succès et ton ambition a été modifiée ? Mon ambition... Ou est-ce qu'elle a été clarifiée ou est-ce que... Comment la faire, oui. Mais en fait, le truc, c'est que je suis un éternel rêveur et puis j'ai été biberonné à ce truc depuis que je suis allé aux États-Unis où en fait tout est possible. Donc ça, je l'avais. Mais tu sais, c'est ton niveau d'expertise en général te fait baisser ta croyance dans des sujets. Là, ça a été l'inverse. J'ai compris comment on allait devoir franchir des étapes au fur et à mesure. Comment on allait faire les choses, comment on allait se financer, comment on allait devoir, tu vois, genre même comprendre quels étaient les bons KPI, rien que ça. Genre comprendre que en fait ce qui compte c'est ton CAC LTV, que c'est ton payback. Ça, t'as fait ça avec Ellie. Ouais. Mais rien que comprendre ça, ça change énormément de choses. Ton niveau d'ambition, tu as une croissance là extraordinaire sur Abi, on va rentrer un peu dans le détail d'Abi après, mais tu as une forte croissance. Ton niveau d'ambition pour Abi, c'est quoi aujourd'hui ? Nous, avec mes associés, on s'est lancé, on s'est dit qu'on voulait faire une licorne. Hein. Donc ça reste... C'est pas ce que tu m'avais dit là, la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est nouveau ça. Alors peut-être que j'avais du mal à en parler. Peut-être que j'ai... Voilà. En fait, très probablement que j'avais la timidité ou la retenue. Bah, et puis le truc à la fin, tu sais que ils ont été pourtant, très t'es passé par la Silicon Valley. Oui, mais sauf que après la France hein, quand même, je les connais. Et en fait, t'as eu peur de le dire. Mais même des investisseurs. Écoute, j'ai une anecdote et tu vas comprendre. Il y a un moment, je discute avec un potentiel investisseur à Nancy et il me dit, il voit. Donc nous, on était vraiment dans ce truc, on avait envie de valoir 1 milliard, d'aller lever des fonds et il me dit, écoute, moi je lis ton prévisionnel, je vois quand même un exercice à moins 200 000, moi ça me fait peur. Hein. Et là je me suis dit, mais... C'était un banquier. Mais même pas. Mais non, mais attends, en plus c'est un mec que tu connais. Ah oui. Mais oui, ça a été un de tes concurrents. Ça a été un de tes concurrents. Ah, bah je vois très bien. Il y a très longtemps, une petite boîte. Hein, oui, je vois très bien. Qui est basée là-bas. Qui est basée là-bas. Ouais, je vois très bien. Et en fait, c'est juste... la perspective n'était pas la même. Voilà, la perspective n'était pas la même. Ouais. Ce mec a été très sympa, j'ai eu de très bonnes conversations avec, mais c'est pas les mêmes perspectives. T'as raison, probablement que je me suis autorisé à le dire, peut-être même à vraiment y croire. Ouais. Et l'enjeu, alors, bon, déjà, raconte un peu le métier d'Abi, où tu en es aujourd'hui et quel est l'enjeu pour toi, Abi, enjeu 2026-2028 quoi. Sur les 3 prochaines années, c'est quoi qu'est-ce qui va vraiment t'occuper, qu'est-ce qui te motive à fond sur les 3 prochaines années pour Abi ?
Nous, notre enjeu, c'est quand même qu'on est sur un des seuls marchés B2B qui n'est pas complètement trust par des très gros. Parce que le B2B, bon, ça existe depuis. Sachant que toi, tu es B2B, mais tu es assimilé un peu à B2C, quoi. Parce que tu bosses pour des indépendants et des micro-entrepreneurs. Notre méthode est vraiment ultra scalable, très low touch. Donc, ça, c'est assimilé à une manière de bosser B2C. Mais en fait, c'est même ce qu'on a réussi à craquer en fait, dans l'équation. On a une approche qui est ultra scalable, très low touch, sur un marché qui est B2B. Ce que personne n'avait vraiment fait jusqu'à maintenant. En tout cas, à ce niveau d'ambition, à cette échelle-là. En fait, c'est ce qu'on a réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Mass market, mass business, très gros volume, business ultra scalable. On arrive à faire pas mal de revenus avec peu de ressources. De par notre entourage et l'éducation qu'on nous a donnée, on a réussi à être lean quand même. Vraiment, on a aujourd'hui un produit, vu l'équipe tech qu'on a, il y a des boîtes autour de nous qui ne feraient pas ça avec ce genre de moyens. Et ça nous a permis de nous poser des bonnes questions, d'avoir une bonne trajectoire, d'exécuter sainement, vraiment sainement. Et en fait, les enjeux du marché, je vais peut-être être un peu décevant parce que ça reste relativement classique, mais la facturation électronique. En fait, la facturation électronique, il y a deux marchés aujourd'hui. Il y a le marché de la TPE, PME et au-dessus qui est littéralement trust par les experts comptables et un peu les banques. Et il y a notre marché qui est l'inquiétude numéro 1 de la direction de projet de la facturation électronique. Parce qu'en fait, ils n'ont personne pour aller leur parler, sauf des gens comme nous. Donc, ils nous invitent partout. On en parle devant des assemblées, les chambres consulaires, les organismes. Parce qu'en fait, on est un des leviers que la DGFiP, la direction de projet de la facturation électronique, peut utiliser pour aller transmettre la bonne parole. Évidemment, c'est un enjeu de dingue. C'est la plus grosse opportunité business. Tu as l'agrément là, c'est le CPS, comment c'est PS initialement c'était PDP, ouais. Plateforme de dématérialisation partenaire, et ils ont embauché une boîte de com, donc ils ont changé le sigle. Maintenant c'est PA, c'est plateforme agréée. Ce qui est beaucoup plus compréhensible. Donc tu fais partie des plateformes agréées. Ouais, on fait partie des plateformes agréées. Vous êtes combien ? Je crois qu'aujourd'hui, on est 140. Ah ouais, c'est beaucoup quand même. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. C'est pas tant par rapport à la quantité d'acteurs qui font de la facturation. T'es pas en monopole total. Non, non, loin de là. Il y a un peu de concurrence. Mais en fait, on se rend pas compte de la diversité des métiers. Il y en a qui sont spécialisés uniquement sur des verticales artisanat, faire de la revente. Il y en a qui sont spécialisés uniquement pour quand tu as une filiale dans un pays. Donc, je sais pas, tu as une boîte italienne, tu as une petite filiale en France qui fait, je sais pas, du BTP. Et donc, ils sont spécialisés juste pour faire de la refacturation. Tu vois, c'est vraiment... tu as plein de spécialités qui sont développées. Tu as de la place pour tout le monde. Il y a de la place vraiment pour tout le monde. Le marché va se consolider inévitablement dans les 18-24 prochains mois. Mais là, l'opportunité est monstrueuse sur la facturation électronique. Et le deuxième, c'est l'IA. En fait, on a un avantage, c'est que notre métier fondamental, on sert de preuve de confiance. On est un tiers de confiance. Faire de la facture électronique, faire sa déclaration URSSAF, payer ses cotisations, c'est pas une action que tu demandes à une IA, c'est un je sais pas comment dire ça, tu vois, c'est un milestone. C'est quoi qu'il arrive, tu le fais et tu as besoin d'avoir un tiers de confiance pour que ce soit validé, que ce soit fait propre dans les normes. Donc ça, dans tous les cas, ce cœur de métier-là, il est indestructible. Par contre, c'est toute l'enveloppe qui va autour, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus fantastique dans les 24-36 prochains mois. Notre produit, lui, doit être complètement réinventé. On doit accompagner notre utilisateur, notre client, dans sa capacité à gérer son business et que ce soit encore plus simple. Déjà, notre différenciation, c'est qu'on a créé une expérience qui est ultra simple, très lean, où en fait, n'importe qui peut le faire. C'est ça qui est vachement intéressant. Comme j'expliquais en préambule, tu fais partie de ces entrepreneurs qui ont une obsession pour le produit et à la fois une obsession pour le client. Donc, raconte-nous comment, là, tu dis que tu as la meilleure expérience client
du marché. Raconte-nous comment tu as réussi à allier donc ces deux thématiques et comment tu as réussi à développer un produit non pas pour te faire plaisir, mais un produit pour faire plaisir à tes clients. Moi, je dirais qu'il y a quand même un truc. Ça commence par là. C'est moi, en fait, tu sais, ce que je dis, c'est il y a les deux plus beaux métiers du monde, et malheureusement, le plus beau, je trouve le plus adorable. Enfin, c'est les gens qui sauvent des vies, ok. Et après, c'est les entrepreneurs. Parce qu'on fait tourner le monde. C'est l'économie. Enfin, en fait, mais tu peux être entrepreneur et sauver des vies en même temps. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Par contre, sauver des vies et être entrepreneur, c'est plus compliqué. Ouais. T'as bien raison. Mais tu vois, on fait tourner l'économie. On est le poumon de l'économie. L'argent, il vient de là. Tout tourne parce qu'il y a des entreprises. Sinon, il n'y a rien. Et en fait, j'ai encore plus de respect, de compassion pour ces gens qui font tout seuls. Ils sont vraiment... Ouais, donc en fait, tu as développé une passion pour les indépendants. Tu as développé une passion pour ta clientèle. Je les trouve fantastiques. Ouais, comme moi, j'avais une passion pour les élus de comité d'entreprise. En fait, c'est ça, il faut aimer ton client. Et quand tu apprends à les connaître vraiment, quand tu discutes vraiment avec eux, inévitablement, tu es obligé de tomber amoureux de ton client. Et moi, je trouve ces gens absolument fantastiques. Ce qu'ils font est incroyable. Ils mettent eux-mêmes, ils gagnent leur propre argent avec leur propre temps. Ils mettent la nourriture sur la table. C'est leur argent, c'est pas un salaire. C'est eux qui sont allés le chercher avec les dents. Ce concept-là, je suis fan. Les entrepreneurs, de manière générale, je suis extrêmement fan. Oui, parce que c'est des entrepreneurs. Oui, c'est des exactement. micros, c'est des mono-solo entrepreneurs. Et ces solopreneurs-là, je les trouve particulièrement courageux. Ouais. Et donc... Et il y en a de plus en plus. Il y a une vraie trend. Et en fait, on l'a vu, un des éléments qui nous a décidé définitivement de nous lancer, on a vu le marché américain. Et en plus, c'était tout frais encore à mon expérience américaine. Et je me suis dit, putain, de toute manière, les États-Unis, ils ont entre 5 et 10 ans d'avance sur tout. Bon, bah écoute, on se revoit dans 5 et 10 ans et en fait, la courbe, elle va faire que ça. Donc, on a vu le marché, on s'est dit, ok, c'est bon, banco. Le Covid a fait péter le truc encore plus fort. Bon, bah, tant mieux. On est pile au bon endroit au bon moment. On adore nos clients. Et puis, l'amour du produit, moi, à 12 ans, je développais des sites web. Tu vois, en fait, c'est créé. Je trouve ça fantastique. Alors là, je ne saurais même pas expliquer le truc. C'est la sensation de créer. Tu crées un produit, un service. En fait, quand j'ai commencé à développer, à taper mes premières lignes, ce que je trouvais incroyable, c'est que tu écris un truc et ça se passe. Ça s'appelle être un magicien. Ouais. Tu sais, tu te prends pour un genre de demi-dieu quand t'as 12 ans. Hein, tu te dis, ouais, mais c'est incroyable, je peux tout faire en fait dans la vie. Et donc, en fait, on en est là, tu vois, c'est vraiment le cumul de ces deux choses-là. On aime nos clients et on aime créer. Et tous les quatre, on a ce truc-là. Et alors, ta clientèle, donc, que tu adores, et c'est super, et ça peut fonctionner que comme ça. Donc, ils sont des auto-entrepreneurs, solo-entrepreneurs. Ouais. Ils sont généralement assez seuls, isolés. Ils sont généralement débordés, sous l'eau. Comment tu as fait pour les comprendre ? Vous avez créé des clubs utilisateurs, vous les avez invités, vous avez été les voir chez eux. Comment vous avez appris à les comprendre, à les connaître ? On a fait tout ça, littéralement. Alors déjà, on l'a été nous-mêmes. On a créé des communautés d'entrepreneurs jusqu'à avoir... alors en nombre, je ne sais pas si on est la plus grosse, mais on doit être la plus active sur Facebook. Le forum des auto-entrepreneurs, ça s'appelle. Combien d'abonnés ? 50 000 quasi, je crois. Sur combien de clients ? T'as combien de clients au total ? Nous aujourd'hui on a 100 000 utilisateurs. Okay. Le problème c'est que donc la moitié sont abonnés à ta page Facebook. Ouais, alors l'avantage c'est qu'il y en a plein qui sont pas utilisateurs encore. En fait, c'est vraiment un turnover de dingue. On la nettoie beaucoup aussi. C'est pour ça que on n'est pas à 150 000 parce qu'on pourrait. Ils s'abonnent, pour avoir de l'information. Parce que vous distribuez, vous fournissez, vous êtes fournisseur de contenu. Il y a des gens qui arrivent et puis ils sont pas actifs pendant un an. Bon, là, ils finissent par partir du. Enfin, on les enlève du groupe pour éviter que le groupe soit pollué par des gens qui ont rien à voir, qui publient du contenu bizarre parce que ça arrive partout. Donc vraiment, on a un vrai effet de modération. On est allé les voir, et j'ai fait des... Allez, encore, c'est pas moi qui en ai fait le plus, mais à titre perso, j'ai de nos clients, de nos utilisateurs, je sais pas, j'ai dû en rencontrer 200 peut-être,
des calls de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Tu sais, au début, je faisais le support moi-même. Tu continues à faire ça Alors, j'en fais, oui, encore de temps en temps, mais t'as pas le choix. Les gens, ils finissent par tomber sur ton numéro, tu sais, quand ils grattent et tout. Donc, ça m'arrive. Ouais. Mais ouais, à l'époque, c'était nous le support, c'était nous, on faisait tout. Corentin et Benjamin, ils font des webinaires encore toutes les semaines, 2-3 fois par semaine. Excellent. Avec des dizaines d'utilisateurs. Excellent. Donc en fait, on a encore l'écho de l'utilisateur tous les jours. Et ça nourrit votre roadmap. Ouais. Qui est blindé là jusqu'à quand? Bon, les 10 prochaines années. Alors justement, tu me tends la perche. La licorne, c'est pour quand alors? Dans combien d'années? Écoute, c'est pour dans 10 ans ou un peu avant? Ah, un peu avant. Bon, même si c'est dans 10 ans, ça va. Même si c'est dans 10 ans, ça va. Disons 7. Tu vois, 7, ça me paraît être vraiment... On est sur un timing, on est sur un bon timing. Ça fera 10, 11 ans. On peut faire plus rapide. Ce serait bien de faire plus rapide. Mais allez, 7 ans. Bel objectif, belle ambition. Super Nico, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais c'était génial. Tu es un super entrepreneur et on a très confiance en toi et je suis sûr que tu vas faire beaucoup mieux. Merci. Et que tu vas écrire une superbe histoire avec tes trois associés. Et franchement, vous aurez de quoi écrire cette belle histoire parce que ça sera vraiment un enseignement très fort et très puissant pour la next gen, pour la nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc merci à toi d'être venu. Je sais qu'on doit te libérer parce que tu dois aller bosser, tu as des contrats à signer et du produit à développer. Ça tourne. Ça tourne, il faut faire tourner la machine. Mais avant, c'est le Erica Time. Donc Erica, elle va te poser le Erica Question et puis elle va nous partager quelques key takeaways de notre discussion. Ok. Rapidement, je voulais te dire que moi, j'ai grandi près de Los Angeles. Okay. Et je suis vraiment touchée par les mots que tu as choisis pour décrire la Californie, la façon d'exprimer ton expérience là-bas. J'étais vraiment touchée. Mais c'était très sincère. Et tu nous avais dit que tu viens de fêter tes 30 ans. Ouais. Si tu réfléchis un peu et tu penses à tout ce que tu as accompli dans tes 30 ans, est-ce que tu peux nous partager un moment qui t'a rendu très fier? Un moment qui m'a rendu très fier. Et je pense à plein de choses. Il y a un truc qui a changé ma vie et qui m'a rendu très fier, c'est le premier CDI qu'on a signé, qui n'était pas pour nous. Et ça a été un événement déclencheur dans ma tête à me dire, ok, c'est fini de rigoler. Parce que maintenant... il faut assumer le payroll de quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnes qui vivent parce que nous, on fait tourner le business. Et en fait, je trouve ça absolument exceptionnel comme fait dans la vie de faire tourner. Il y a des gens qui nous donnent et en retour, on fait tourner leur foyer, si je puis dire. Donc, je dirais, ok, ça c'est une de mes grandes fiertés, mais ma première boîte, réussir mes études, j'ai mis des étoiles dans les yeux de mes parents. Il y a plein de petites choses comme ça. Ouais. J'adore. Non, j'ai noté beaucoup de choses pendant que tu racontes ton histoire, et ce que j'ai remarqué, ce que je trouvais intéressant, c'est le fait qu'il faut se dire les choses avec nos cofondateurs. Il faut communiquer. C'est OK de s'engueuler si on arrive à mettre un pas en avant après. Ça, j'ai beaucoup aimé. La mentalité de just do it, dream big, de tout est possible, je suis d'accord, c'est très important. Et le très grand conseil, c'était que quand on commence à chercher des investissements, c'est d'abord demander les conseils et après quelques temps, on peut oser la prochaine étape. Mais vraiment, merci beaucoup pour ton témoignage, c'était super. Et merci Patrice aussi. Avec grand plaisir. Vraiment, merci à tous les deux pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci à vous deux et à bientôt pour un autre épisode de Tomcat Next Gen.